Merci Isabelle. Bon matin tout le monde. Merci d'être ici cette heure matinale. Donc je vais vous lire un texte qui pourrait s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler une docu-fiction, c'est-à-dire que c'est un documentaire fictif. Près la moitié des choses sont fausses, l'autre moitié est vraie, on pourrait dire ça comme ça. C'est un texte sans images. J'avais pensé vous montrer des images au début. J'ai renoncé à la chose pour plus peut-être que vous puissiez concevoir par vous-même ce dont je parle. Alors voilà. Je vous avertis, mon texte est de mauvaise foi. Je ne veux pas heurter les sensibilités. Vous comprendrez peut-être un peu pourquoi en m'écoutant. Alors, parce qu'il comporte des particularités, des signes distinctifs qui l'épargnent jusqu'à un certain point de la standardisation, de l'uniformisation, le terrain vague que je croise chaque jour en me rendant au travail n'est pas tout à fait un non-lieu. Du moins pas au sens où Marc Auger l'entend dans son essai consacré à cette question. Parce qu'il contient tous les possibles, artistiques ou économiques, parce que des graffeurs ont investi ces butoirs en béton, parce qu'un itinérant s'y est construit une cabane pour lui et son pied. Ce terrain vague s'apparente peut-être davantage à une utopie ou à une hétérotopie. Une utopie ou une hétérotopie pour nous permettre de rêver un champ des possibles. Mais pour combien de temps? Je me pose la question tandis qu'une pancarte en bordure du terrain annonce l'inéluctable ouverture d'ici un an d'un ensemble de 30 unités, 1500 pieds carrés, 2 ou 3 chambres, c'est au choix. Photos de petites familles heureuses, un seul enfant, dents blanches, peau blanche, visage bien proportionné. Il fait croire que le bonheur est possible sur Terre. Nom du projet, les Jardins du Nord, et nom du promoteur immobilier, courriel, image numérique du futur bloc de condominium, sans fioriture comme il se doit, prétendument luxueux et surtout facile à construire, peu coûteux, sans prétention esthétique, un bloc de briques beige, de fausses pierres, de tôle, les façades hétérogènes sont à la mode, avec balcon colimaçon qu'on dirait destiné aux ruelles ou sorties de secours. Le ciel est bleu sur l'image, la vie est belle. Oui, ce terrain vague préserve pour l'instant son caractère utopique, mais puisque les condos que l'on construit sauvagement depuis une vingtaine d'années à Montréal semblent tous sortis du même moule, puisqu'ils tendent à se fondre dans un paysage anonyme, sans identité, tout indique qu'il est destiné à devenir un non-lieu. À moins que des tractations financières ou des scandales de corruption annulent les travaux, à moins qu'on conteste dans le voisinage la construction d'un autre bloc de Lego, et qu'un regroupement citoyen parvienne à barrer la route aux pelles excavatrices, le terrain vague restera alors vague, ce sera peut-être tant mieux. Du sol contaminé de l'ancienne station-service émergeront chicorées et carottes sauvages, avides de sol riche en plomb, ressusciteront des limbes de fragiles tiges de capselles, des pissenlits, des épilobes, des centaurées. Toutes ces plantes vivaces qui passent généralement inaperçues, toute cette végétation urbaine, nous rappelant que la nature aura toujours le dessus sur l'asphalte. Cette végétation sauvage et fruste que l'on cherche à éradiquer au nom de la revitalisation, toutes ces mauvaises herbes finiront par recouvrir le sol, ce sera peut-être tant mieux. Si l'on se fie au panneau, la mise en branle du projet semble cependant irréversible. On a d'ailleurs stationné un bureau de vente sur le terrain, une roulotte qu'on dirait fermée, en tôle blanche, précaire comme une tente de campement à la frontière d'un pays qu'on s'apprête à conquérir. Une roulotte de style Dickie Moore, vilaine mais fonctionnelle à l'image des condos dont elle guette l'avènement. Et moi aussi, je guette cet avènement. J'observe la scène et prends des notes sur la construction de ce bloc de 30 unités. Celui-ci plutôt qu'un autre, simplement parce que mes occupations font en sorte que je le traverse régulièrement pour gagner du temps, pour couper l'angle d'une rue. Je prends des notes pour une raison que j'ignore, peut-être par nostalgie envers le paysage urbain toujours appelé à changer, envers cette ville qui, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel. Je prends des notes en pensant à Baudelaire et au vieux Paris qui disparaissait sous ses yeux, mais les premiers froids d'octobre me rappellent que je suis bien à Montréal, dans une ville qui ne se soucie guère de son histoire, de sa mémoire, qui préfère vivre au moment présent, dans l'ambiance des festivals. Ainsi, pour l'instant, aucun signe ne préfigure l'arrivée des grues. Les membres de la jeune famille aux dents blanches sourient toujours sur le panneau. La roulotte qui semble à l'abandon parmi les boutons d'or sommeille encore en retrait. Aucune palissade, aucun grillage n'empêche les chiens d'aller pisser en paix. Au fond du terrain, une Chevrolet à l'abandon, rétroviseur arraché, pneus crevés, rouille dans l'indifférence. À qui appartient cette carcasse et qui ramassera le squelette de parapluie qu'on a abandonné parmi les tessons de bouteilles? Deux choses à signaler seulement. Un tag noir qui, sur le flanc de la roulotte de vente, constitue peut-être le signe d'appartenance à une gang de rue, ainsi qu'un laps de temps suspect qui s'est écoulé depuis l'annonce du projet.
Le temps presse avant l'échéance annoncée, qu'on appelle en jargon la livraison. Il est de plus en plus difficile de croire que la construction des condominiums pourra être complétée avant l'été prochain. Le terrain vague demeure vague, le vide qu'il impose autour de lui contient encore tous les possibles. Autre événement important à noter au cours de cette période creuse, la consultation publique au sujet du nombre d'étages qui dépasserait celui prescrit par les règlements municipaux. À l'auditorium de l'école secondaire, j'ai assisté à cette consultation un mercredi soir de décembre. À mon propre étonnement, il faut le dire, puisque je me contente généralement d'être passif ou lâchement cynique face au progrès du marché immobilier. J'ai vu des citoyens prendre le micro, j'ai écouté des investisseurs qui se sont défendus de gentrifier le quartier. Une femme qui s'appelle Simone. « Bonjour, je m'appelle Simone », a-t-elle dit, « je suis née dans le quartier ». Simone, donc, a déploré l'absence de logements sociaux, dénoncé sous les applaudissements de l'assistance entière la voracité du marché qui contribue à la crise du logement. Puis est arrivé Michel, ou Mike, un homme bourru qui a ajouté un sacre à la fin de chaque phrase pour marquer le coup, qui a suscité des rires, des cris d'approbation et enfin quelques malaises. Une belle mise en scène, une soirée théâtrale. L'air satisfait des promoteurs qui, malgré le cœur des protestations, distribuaient des poignées de main, des gobelets de café et des beignes, donnait à cet exercice de défoulement collectif l'allure d'une formalité. La consultation publique, le jeu des micros et des protestations faisait partie du processus de mise en marché. Et de fait, l'effet cathartique fonctionnait. Les esprits échauffés se calmaient. Le projet allait être optimisé de manière à répondre aux préoccupations citoyennes et les Timbits offerts gratuitement remportaient un franc succès. 2 petites semaines passeront avant que les machineries lourdes ne se mettent en branle en vue des travaux de terrassement. Camions à pelle hydraulique, à pelle rétro-excavatrice ou à rétro-caveuse, qu'on appelle familièrement les pépines. Camions à benne pour charrier la terre et les morceaux d'asphalte brisés, niveleuses, bouteuses. La pile hydraulique, une girafe artificielle, inclinant et relevant la tête qui pivote, hésite et se positionne, fonce à pleines dents sur les couches d'asphalte qui s'émiettent comme un biscuit. La pelle hydraulique, superbe lorsqu'elle creuse le sol, boueux de l'ancienne station-service, extrayant une matière visqueuse qu'on imagine être du sable bitumineux, pivotant sur elle-même, avançant et reculant en émettant un cri « pip, pip » qui s'avère le chant des chantiers de construction, le chant du travail et de la bonne humeur, de la croissance économique. Chant pour sortir des récessions, chant des capitaux, du quincaillier au banquier, du soudeur au gérant du dépanneur en face, tous l'entendent, sourient en écoutant sa musique. Puis il y a le camion à benne, patientant comme un ours dans son coin. Il attend que la cargaison soit pleine avant de faire grogner son moteur. Ces 4 roues massives laissent dans la boue des ornières profondes que l'eau de pluie comblera pour faire des flaques, attirer moineaux et pigeons quand les prédateurs mécaniques seront partis. On repassera plusieurs fois près du chantier au cours du mois de décembre et de janvier. La boue accumulée dans le trou de fondation aura le temps de geler, de dégeler plusieurs fois. Il aura neigé sur tout cela, une belle poudre blanche aura nivelé les aspérités du terrain. Tout le chantier sera laissé en plan plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, en nous laissant croire qu'une affaire de pot de vin a forcé la suspension des travaux, qu'à la suite d'un détournement de fonds, le promoteur s'est enfui dans les Caraïbes. Nous serons nombreux durant tous ces mois à imaginer de telles choses. Et pourtant, au moment où l'hiver bat son plein, quelques jours après une tempête de neige, voici une nouvelle fonte de machines composée de bétonnières et de niveleuses. Un homme, chemise à carreaux doublés, tuque sous le casque et cigarette au bec, disparaît dans un nuage de fumée, tandis que décline le soleil rose de février. Un homme émergeant des vapeurs du froid sirote un café bouillant, parle à son téléphone et supervise les travaux. Et lentement s'érigent des barres de fer, des colonnes de 4 par 4 dressées comme des pilotis dans la lumière du soir. La cuve à bascule de la bétonnière tourne, malaxe la matière lourde et pâteuse qui viendra se déposer dans les moules de bois. Le béton coule, fume lui aussi dans l'air glacial. Il coule magma qui se fige en coulant. Il rampe et se pétrifie. Le lendemain, quand je repasserai, les fondations seront terminées. Plusieurs semaines s'écouleront ensuite avant qu'on poursuive les travaux, parce que c'est comme ça, parce que les chantiers avancent à un rythme répondant à des exigences qui nous échappent. Les contracteurs auront brisé leur contrat, ou alors un des investisseurs se sera enfui au Panama. Les prévisions de vente auront été revues à la baisse. Un changement de garde à la mairie d'arrondissement aura obligé les promoteurs à respecter un règlement. Mais peu de temps après ce ralentissement, je remarque une nouvelle pancarte indiquant le nombre de condominiums vendus et un conseil « Faites vite, unité disponible », avec en arrière-fond la même image numérique où c'est l'été. Un autre jour, je constaterai qu'on a fait un graffiti sur les visages souriants de la jeune famille. «
Fuck les condos, peut-on lire sur le front du papa. Il y a sur le trottoir adjacent à l'ancien terrain vague un conteneur bloquant les piétons qui, durant plusieurs mois encore, devront emprunter un autre trottoir. Il y a un tronçon de rue fermé, des bouts d'asphalte défoncés, beaucoup de gobelets à café, des boîtes à pizza piquetées par les corbeaux. Bientôt, les travailleurs parviendront cependant à l'étape de la charpente, la plus spectaculaire en ce qui a trait à la rapidité d'exécution. En quelques jours, une structure de bois composée de madriers, de poutres et de planches s'élèvera là où précisément il n'y avait rien. Les travailleurs s'affaireront à clouer, à scier. Ils exécuteront les ordres pour accomplir des formes. Ils construiront des logements comme autrefois, enfants, ils bâtissaient des maisons de blocs. Et les silhouettes au loin travailleront les planches. Les odeurs de brandis se déposeront doucement comme neige. Et le squelette du condo émergera du froid. Et le rêve de la petite famille aux dents blanches finira par se réaliser. En quelques jours, je le remarquerai non sans partager un certain enthousiasme, les travailleurs verront s'élever sous leurs yeux le résultat concret de leur labeur. Ils se promèneront en équilibre, heureux sur les poutres, sifflant au-dessus du vide. Dans l'air sec et froid qui les auréoleront de mystère, les charpentiers accompliront leur travail en discutant hockey ou en ne disant rien du tout. Et la charpente, beau temps, mauvais temps, progressera jusqu'à former un réseau labyrinthique de poutres, une structure prête à accueillir l'isolant bleu et les toiles blanches qui empêcheront l'eau des averses printanières de s'infiltrer. Longtemps, le condominium, portes et fenêtres installées, attendra là, comme en sous-vêtements ou en pyjama. L'étape des briques suivra au mois de mai. Je constaterai non sans déception qu'on a choisi des teintes beiges, les plus laides et les plus à la mode, de manière à se distinguer le mieux possible des vieux duplex qui, aux alentours, conservent quelque charme architectural. Au nom de la modernité, c'est le prometteur qui l'affirmera dans le cadre d'une entrevue accordée au journal de quartier, les architectes ont opté pour des lignes épurées, des couleurs audacieuses et des matériaux composites qui reflètent la diversité de Montréal. On se demandera longtemps pourquoi les balcons en aluminium ont été laissés inachevés, avant qu'on finisse par comprendre, 2 ou 3 ans plus tard, qu'il ne s'agit pas de balcons, mais de pare-soleil. Les jardiniers s'empresseront par ailleurs de dérouler des tapis de pelouse, de planter des arbustes. Les plates-bandes justifieront le nom du projet, les Jardins du Nord, et à ce sujet, nous n'aurons rien à dire. Avec un peu de chance, les arbustes grandiront, finiront par cacher les façades du bloc de condo. Aujourd'hui, tandis que je repasse devant cette nouvelle construction, il me revient à l'esprit l'image du terrain vague qui, il y a quelques mois à peine, occupait cet espace habité. Il me vient à penser que le laps de temps écoulé entre la première pelletée de terre et le dernier coup de Windex est étonnamment court en comparaison aux étapes préliminaires aux négociations, aux spéculations, aux consultations. C'est pourtant ce bloc de condo construit à la va-vite que nous aurons sous les yeux pour les décennies à venir. Bloc quelconque, bloc botché. C'est ce bloc qu'on devra habiter. Mais habitons vraiment ces lieux? Y trouve-t-on réellement un séjour qui permettrait à ses propriétaires de s'inscrire dans le temps, dans l'espace, de s'y implanter? Je voudrais croire que ces logements ont avant tout une fonction pratique, que mes considérations esthétiques reposent sur des caprices de poète, qu'elles sont déconnectées des vraies affaires. Je voudrais croire que ces logements profiteront à des gens comme Simone ou Marc, ou Michel, pardon. Mais ce prix exigé dans la prévente, gonflé depuis la spéculation, n'a rien pour attirer ma sympathie. Ces condos, je le constate le soir au nombre de lampes allumées, sont pour la plupart inoccupés. On les achète, on les laisse prendre de la valeur, on les revend. Tandis que je contemple le non-lieu de ces nouveaux condos, de ces blocs surmodernes, je pense à l'utopie du terrain vague qui hante à jamais ce coin de rue. Je me demande sans quoi consiste un non-lieu, tente de comprendre à partir de quand un lieu utopique se transforme en non-lieu. Non-lieu des parcs industriels, des cours de triage, des terrains contaminés, passages, échangeurs routiers, voies de service. Non-lieu des zones de déshérence, mais aussi des espaces traversés par la foule, des grands magasins, des centres commerciaux. Non-lieu touristique interchangeable, festif et mondialisé. Non-lieu anonyme des métros qui, au retour du travail, plongent les voyageurs ensommeillés dans l'oubli. Non-lieu des restaurants ouverts la nuit. Non-lieu tous pareils aux mêmes. Comment expliquer la multiplication des non-lieux, des espaces dépourvus d'identité? Par un soir d'hiver, passant devant l'ancien terrain vague, je constate simplement qu'il manque une âme, c'est-à-dire une identité, à ces immeubles broche à foin. Je constate aussi qu'ils entraînent des dommages collatéraux. Flairant la bonne affaire, c'est du moins ce qu'un nouveau panneau annonce, un autre promoteur fera construire un centre commercial dans le voisinage d'ici les prochaines années,
On va tuer lentement la seule rue commerciale du quartier, ses petites boutiques, ses particularités. Le nouveau bloc de condos imposera son mode de vie, étendra son empire jusqu'au nouveau Smart Center. Et un jour, on se mettra à regretter la présence du terrain vague. On se dira que les utopies ne sont plus ce qu'elles étaient. On se mettra à rêver, comme l'a fait Jacques Reda dans Les ruines de Paris, à une union pour la préservation des terrains vagues, c'est ce que Reda appelle l'UPTEV. Mais je m'emporte un peu. Tous les goûts sont dans la nature. Il se peut qu'un jour je m'habitue à ce nouveau paysage. Il se peut aussi que, las de pelleter mon entrée de garage, cherchant un appartement fonctionnel, je me laisse tenter par l'achat d'une unité. Du haut de ma tour, je contemplerai alors Montréal, comme Baudelaire du haut de sa mansarde, afin d'observer les clochers, les tuyaux et les mâts de la cité, les fleuves de charbon montés au firmament. Je chanterai comme Apollinaire la grâce des anciennes rues industrielles. Alors je pourrais, et tenterai, d'extraire de ce monde la beauté transitoire, fugitive, contingente. Alors je pourrais peut-être habiter ce non-lieu, je pourrais lui donner une âme et, qui sait, lui donner un sens. Voilà.